Les commissariats voient défiler dans leurs couloirs toutes sortes de voyous, toutes sortes d'histoires. Police! Police! Vous êtes passé à 50 cm d'un mec qui agonisait. Il vidait de son sang. Et toi, tu te marres? Non mais t'as pas honte? J'ai pas voulu la tuer. T'as pas voulu la tuer? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je pouvais pas me contrôler. Tu pouvais pas te contrôler? Du simple fait divers à l'enquête de haut vol, les plus grandes affaires criminelles finissent toujours par se retrouver dans ces bureaux, entre les mains des hommes et des femmes de la police judiciaire. Le cannibale japonais. Sans doute l'une des affaires criminelles les plus invraisemblables du XXe siècle. Là, j'ai bien compris que c'était une affaire du siècle sur le plan criminel. Le commissaire Foll de la brigade criminelle. Quand je suis arrivé, c'était l'horreur. C'était vraiment l'horreur absolue. Et son adjoint, Jacques Poinas, pensait avoir tout vu. Évidemment, ce sont des photos insoutenables. Insoutenables. C'était quand même un détraqué pervers absolu. Aucune pudeur, aucune morale, aucun cœur. C'est devenu... lui, c'est devenu pas loin d'une bête, franchement. Après l'arrestation d'Issei Sagawa, l'affaire semblait réglée pour les commissaires Foll et Poinas. Et pourtant... L'aspect extraordinaire de cette affaire, c'est que finalement, Sagawa se retrouve libre, c'est-à-dire ni en prison, ni en asile psychiatrique, assez rapidement. La deuxième affaire est peut-être l'un des enlèvements des plus retentissants des années 70. Pour libérer le baron Ampin, un riche industriel, les kidnappeurs réclament 80 millions de francs, l'équivalent de 42 millions d'euros. 80 millions, c'est impossible. Donc c'est un niet de la Banque de France. Ils n'arriveront jamais à réunir ça. Pour montrer qu'ils ne plaisantent pas, les malfaiteurs envoient un cadeau au commissaire Bizel et au commandant Murat. Et là, on découvre dans un flacon le doigt du baron. Alors là, je peux vous dire que ça devenait très compliqué, hein, très compliqué. C'est la première fois en France qu'on assistait à un envoi aussi macabre pour réclamer une rançon. Le jeu du chat et de la souris entre policiers et kidnappeurs va durer près de 2 mois. « 40 ans plus tard, les policiers du 36 quai des Orfèvres se souviennent de cette affaire comme si c'était hier. Elle leur a laissé une trace indélébile. C'est une affaire qui sera tout le temps dans ma tête. Hein. C'est une affaire, on peut dire, la plus importante que j'ai connue. Hein. Cette affaire, pour moi, elle est vraiment exceptionnelle parce qu'on a affaire à une équipe différente de ce qu'on a connu. Des gens vraiment déterminés. Et franchement, ça nous implique fortement. Le 23 janvier 1978, peu avant 10h30 du matin, le baron Ampin quitte son domicile de la très chic avenue Foch, près de l'Arc de Triomphe. Son chauffeur n'a pas le temps de faire 50 mètres qu'ils sont interceptés par des hommes armés. L'enlèvement dure moins d'1 minute. À l'époque, le riche homme d'affaires est inconnu du grand public. Les policiers de la brigade criminelle de Paris ne réalisent pas tout de suite l'importance de ce kidnapping. Alors, notre réaction, d'abord, c'est de savoir qui est vraiment le baron Ampin. Que dans les messieurs policiers, bien sûr, on ne connaît pas. Et on n'a pas Internet à l'époque, donc on va chercher dans les vous et autres bottins mondains. Ampin, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ampin, c'est quand même pas un boulanger. Et puis alors tout de suite, les informations sont arrivées. Héritier d'une dynastie prestigieuse, le baron Ampin est à la tête d'un empire industriel, l'un des plus puissants d'Europe. Le groupe Ampin-Schneider.
300 sociétés, 150 000 employés dans le monde, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une cible idéale. RTL 15h37, Paris, le baron Édouard Rampin a été enlevé avenue Foch devant son domicile à 11h ce matin. L'Élysée demande aux policiers de mettre tous les moyens pour libérer le baron. Il faut dire que l'homme d'affaires est un proche du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. En quelques heures, des milliers de voitures sont arrêtées et fouillées dans Paris. Les contrôles sont aléatoires et plutôt bien acceptés par la population. Monsieur, je peux vous demander ce que vous pensez de ces contrôles, là? Il faut les chercher, les gars. Et il faut les trouver. C'est normal. Ça fait 3 fois. Depuis le centre de Paris jusqu'ici, ça fait... maintenant? Oui, ça fait 3e fois. Pendant ce temps-là, les policiers de la brigade criminelle commencent leur enquête. Alors très vite, comme toujours, on se rend sur place. Nous regardons un petit peu les lieux, nous nous faisons expliquer par les quelques témoins ce qu'il s'est passé. Et on nous apprend que le chauffeur du baron, qui a été lui aussi enlevé par les ravisseurs, vient d'être retrouvé à la Porte-Maillot. Donc on demande à le rencontrer et lui nous donne vraiment là des explications intéressantes sur ce qui s'est déroulé. Nous avons quitté le 33 avenue Foch à 10h20 exactement. Ce matin-là, après avoir parcouru une 50aine de mètres sur la contre-allée, le chauffeur aperçoit une estafette garée du mauvais côté de la chaussée. Il est obligé de ralentir. Il y avait la place pour passer là. Mais alors, c'est à ce moment-là que j'ai vu ce cyclomoteur, là. Le baron Rampin me dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben, j'en sais rien, monsieur, il n'a pas l'air de pouvoir se débrouiller, ce gars-là, avec la mobilette, il est en panne. Alors, je l'ai klaxonné. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu deux gars arriver vers moi. Et celui qui a ouvert la porte, qui m'a braqué, avait un revolver dans chaque main, un barillet. Une mise en scène précise, parfaitement exécutée. Un mode opératoire sans faille. Les policiers comprennent qu'ils ont affaire à des ravisseurs expérimentés et extrêmement déterminés. Ils sont pointés là, ici. Ils sont sortis. Alors ils m'ont sorti de la voiture. Ils m'ont traîné sur une quinzaine de mètres, 20 mètres, j'en sais rien. Sur le trottoir? Sur le trottoir, dans la boue, quoi. J'ai encore mes chaussures toutes rayées, le complet foutu, ça n'en parlons pas. Et alors, ils m'ont projeté dans cette estafette. Et alors, ils m'ont mis les menottes, donc j'ai encore le poignet d'esquinté. Vous ont frappé? Oui. Et puis, ils ont pris un cordage, ils m'ont ligoté des pieds à la tête. Il était incapable de donner des renseignements sur les ravisseurs parce que la personne qui est rentrée dans la voiture et qui l'a menacé était cagoulée, donc il ne pouvait pas décrire le visage de ce ravisseur. Il n'a rien vu. En revanche, il les a entendus parler. Il y en a un qui m'a dit, c'est pas après toi qu'on en veut, on veut pas te faire de mal. Alors, il y en a un autre qui était dans la camionnette, qui lui a parlé en allemand. Nous, évidemment, on s'intéresse tout de suite là aux organismes allemands en milieux radicaux. Comme la fraction armée rouge, plus connue sous le nom de Banda Bader. Quelques mois plus tôt, les terroristes avaient kidnappé Hans-Martin Schleyer, le président du patronat allemand. Après 1 mois et demi de détention, ils l'avaient exécuté d'une balle dans la nuque. Son corps avait été retrouvé en France, dans le coffre de cette voiture. De quoi donner des sueurs froides aux policiers. Mais dès le lendemain, la piste allemande est balayée. Les ravisseurs ont donné leurs instructions par téléphone à un collaborateur du baron. Alors dès le lendemain, c'est ce qui fait aussi, là par contre, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il faut aller à la consigne 595 à la gare de Lyon, c'est important, etc. Alors on y va avec monsieur Bierry, le numéro 3 du groupe. Et là, effectivement, on découvre plusieurs textes. Dont cette lettre, dactylographiée. Les ravisseurs demandent aux dirigeants du groupe Rampin-Schneider de leur verser une rançon énorme. 80 millions de francs.
l'équivalent de 42 millions d'euros. Et ils les mettent en garde. N'oubliez pas que vous serez constamment sous notre surveillance. Nous possédons le moyen de vous éliminer immédiatement et définitivement. Pour leur montrer qu'ils ont intérêt à payer, ils ont joint au courrier un petit paquet. Petit paquet à l'intérieur duquel se trouvait un flacon dans lequel il y avait du formol et un petit doigt. Le doigt du baron. Donc la dernière phalange du petit doigt de la main gauche. Bon, c'est irrémédiable, c'est bien lui. Dans un des messages qui se trouvait avec le papier qui réclamait la rançon, était écrit « Si vous ne payez pas, vous recevrez ultérieurement un autre morceau du corps, un œil, un pied, jusqu'à ce que mort s'en suive. » Alors là, je peux vous dire que ça devenait très compliqué, hein, très compliqué. C'est la première fois en France qu'on assistait à un envoi aussi macabre pour réclamer une rançon. Derrière cet envoi macabre se cache pourtant une bonne nouvelle. Le baron est vivant, mutilé, mais vivant. Les policiers mettent alors en place une stratégie qu'ils ont déjà bien rodée. Depuis les années 70, la brigade criminelle avait connu une vingtaine d'enlèvements d'enfants ou d'adultes avec demande de rançon. Il y avait toujours deux cas de figure. Un enfant, on verse la rançon et après, on fait une enquête, surtout pour ne pas mettre sa vie en danger. Un adulte, on essaie d'interpeller les ravisseurs quand ils viennent chercher l'argent, de façon à à prendre un otage, en quelque sorte, et négocier avec eux la libération de la victime. Donc là, tout de suite, on part dans ce cas de figure. La brigade criminelle ne veut verser aucune rançon et fait traîner les négociations. Entre flics et voyous commence alors une guerre d'usure. Les ravisseurs expédient plusieurs lettres écrites de la main de leur otage, à la famille et aux dirigeants de sa société. Comme celle-ci, dans laquelle le baron décrit son état psychologique, physique et surtout ses épouvantables conditions de détention. Le baron est enchaîné en permanence au cou, au poignet et aux pieds. Il est détenu dans un lieu glacial, humide et la plupart du temps plongé dans le noir complet. Pour unique protection contre le froid, une simple toile de tente. Ses ravisseurs le transfèrent d'une planque à une autre dans une caisse en bois, fermée avec des clous. Un véritable cauchemar. Ces messages, dictés par les ravisseurs, n'impressionnent pas la police. Mais la famille, oui. Bon, évidemment, Madame Mampin veut retrouver son mari, donc pour elle, c'est normal, hein. Le meilleur moyen, c'est de verser la rançon et de le récupérer. Et là, on va faire tout un travail auprès de cette femme pour bien lui expliquer que le fait de verser une rançon n'offre aucune garantie sur le retour de l'otage. De plus, s'ils donnent le moindre billet, les policiers ont peur de voir déferler en France une nouvelle vague d'enlèvements d'hommes fortunés. Dès lors, le patron de la brigade criminelle, Pierre Ottavioli, n'a qu'une obsession. S'assurer que ni la famille, ni le groupe Empin-Schneider ne versent les 42 millions d'euros dans son dos. Il met les dirigeants du groupe sur écoute et demande à Jean-Claude Murat de surveiller de très près la famille Empin. Monsieur Ottavioli m'appelle et me dit « Monsieur Murat, vous allez vous rendre 33 avenue Foch, au domicile du baron Empin. Vous y resterez le temps de l'affaire, car il faudra que vous soyez toujours au contact de Madame Empin. Il faudra que vous vous assuriez qu'elle n'essaye pas, elle ou sa famille, de payer la rançon. Et en plus, je devais m'assurer de la protection de Madame Empin quand elle se déplaçait à l'extérieur. On craignait aussi qu'elle puisse être enlevée à son tour pour faire pression sur le groupe. Une mission de protection, de surveillance, mais aussi un rôle d'informateur. Alors, M. Ottavioli m'avait bien dit, vous me donnez tous les renseignements qu'elle pourrait vous dire sur la vie du baron, sur tout ce qui aurait pu se rattacher au rapt. Et justement, Madame Empin les met sur une piste. Son mari a un vice qui aurait pu lui faire côtoyer le milieu du grand banditisme. À savoir, notamment, que c'était un joueur de poker.
invétéré. Elle me dit, le baron jouait souvent avec des personnes qu'il connaissait, telles que Montand, Yves Montand. Pour jouer avec ses amis du showbiz et du monde des affaires, le baron en Pin a ses habitudes. Le Palm Beach de Cannes. L'été 77, c'est-à-dire 6 mois avant son enlèvement, le baron y avait élu domicile et y menait grand train. Il est l'un des plus gros clients du casino. Au poker, la mise peut aller jusqu'à 200 000 francs, l'équivalent de 115 000 €. Et il joue tous les jours, avec des princes saoudiens, 2 princes saoudiens, des Iraniens. Et là, franchement, tous les jours, tous les jours. Et lorsque nous entendrons le directeur du Palm Beach, il va nous dire que, bon, M. Ampin était un joueur qui perdait régulièrement, mais comme il disait, des sommes tout à fait compatibles avec sa fortune. C'était quand même 2 millions de francs une année, 400 000 l'autre année, bref. Mais cette année-là, en 77, l'addition est très lourde. Et là, au moment où il va repartir, le casino lui demande d'honorer ses dettes. 11 millions de francs. En euros, la dette s'élève à 6 millions. Même pour le baron, la somme est colossale. Il demande un délai de paiement. Ça fait tilt un peu chez vous? Ça fait tilt, d'autant plus qu'il faut penser au petit doigt qui avait été retrouvé. Et souvent, quand des voyous qui ne sont pas réglo, quand ils perdent de l'argent au jeu, on leur coupe un doigt. Et ça arrive très souvent, ça arrivait très souvent en Italie, avec la mafia sicilienne. Édouard Jean Ampin aurait-il été enlevé par ses créanciers? En fait, on va chercher longtemps et on ne trouvera que... Non, on a vu tous les joueurs, on a discuté avec eux. Non, franchement, il n'y avait rien à tirer de cela, quoi. Après la piste terroriste, celle de la dette de jeu et de la mafia est abandonnée. Le reste de la vie privée du baron est passé au peigne fin. On découvre assez vite que dans cette vie privée, il y a des relations extra-conjugales. Notamment une amie iranienne qui vit en Suisse, et puis une jeune femme pour laquelle il a pris un studio dans Paris. Alors, bon, on cherche également de ce côté-là, mais bon, franchement, ça ne nous donne pas grand-chose. Mais le mal est fait. La découverte remonte aux oreilles des journalistes. À l'époque, Diane Ampin, la sœur du baron, vit encore avec sa mère dans le Val d'Oise, dans la propriété familiale. Pour nous, famille, c'est très compliqué. Nous avons, pour ainsi dire, plus de vie. Nous sommes terrorisés. On a vu des gens dans les arbres en train de prendre des photos de nos visages. Nous avons vu un stéthoscope descendre le long de la cheminée pour essayer de voir qu'est-ce qu'on était en train de parler. Bon, c'est terrible. Côté police, c'est l'impasse. 3 semaines déjà que le baron Ampin est aux mains de ses ravisseurs et aucune piste sérieuse. La BRB, la BRI, toutes les brigades terrias, tout le monde était sur le coup de cette affaire Ampin. Et ça ne donnait rien du tout. Donc là, on est quand même un peu perplexe parce qu'on ne sait pas où on va. Et on est obligé d'attendre la volonté de ces messieurs de nous recontacter pour pouvoir avancer. Et au 25e jour de détention, tout s'accélère. Le jeudi 16 février 1978, au 25e jour de détention, les ravisseurs du baron Ampin font parvenir des instructions très précises. Un collaborateur du baron et non un policier devra se rendre le 22 février à 11h30 à l'hôtel Le Mont d'Arbois, à Megève, avec la rançon et attendre un coup de téléphone d'un certain Félix Le Chat. Au 36 quai des Orfèvres, c'est le branle-bas de combat. Toutes les pointures de la police judiciaire sont mobilisées. Les hommes de la PJ de Lyon, de la BRI, avec à leur tête le déjà célèbre commissaire Broussard. Ceux de l'Office central de répression du banditisme de Paris et les 2 hélicoptères de la sécurité civile locale viennent prêter main forte à la brigade criminelle. L'opération Chasse-Neige est lancée.
Pierre Ottavioli, le grand patron de la crime, veut mettre toutes les chances de son côté. C'est donc l'un de ces hommes qui portera la rançon. Mais pas le premier volontaire venu. Il veut un flic qui sait rester zen en toutes circonstances et capable de se défendre à main nue. Cet homme, c'est Jean Mazieri, dit le Chinois. Quand on me confie cette mission, je n'étais pas bien chaud. D'autant moins qu'il y avait des volontaires. Mais M. Ottavioli a insisté sur le fait que, étant pratiquant d'arts martiaux, je serais capable de remplir ma mission avec sang-froid et lucidité. C'était un peu me flatter et je ne pouvais pas refuser. J'y étais à reculons. Pourquoi à reculons? Le manque d'habitude, c'était une mission hors du commun, très spéciale, et puis où on s'exposait au maximum. Jean Mazieri part pour Megève en compagnie d'un collègue de l'anti-gang. Dans la voiture, le stress l'envahit peu à peu. Vu l'aspect exceptionnel de la mission, j'ai profité du voyage en voiture pour me préparer psychologiquement. J'ai fait appel justement à ce que faisaient les samouraïs, à leur pratique, la veille des combats. Parce que je prenais ça pour un acte de guerre, donc il fallait que je sois un guerrier, mais en même temps, il fallait que je reste policier. J'avais discuté avec Jean Mazieri et je lui avais dit, mais Jean, tu te sens vraiment d'attaque pour si les ravisseurs s'en prennent à toi physiquement? Il me dit, Jean-Claude, je vais te dire, je peux faire face jusqu'à 6 personnes. Je peux neutraliser 6 personnes. Jean Mazieri n'est pas seul. Autour de lui, 50 policiers ont discrètement pris place dans la très chic station de sport d'hiver de Megève. On s'installe. Alors, je ne vous dis pas les conditions, parce qu'avec la BRI, avec la brigade criminelle, on loue un pavillon, on installe... Il faut voir les moyens de l'époque, hein. Moi, je monte sur le toit avec quelqu'un installé une espèce d'antenne pour qu'on puisse correspondre avec nos radios qui sont à l'époque énormes, hein. C'est pas du tout sophistiqué comme maintenant. Il n'y a pas de téléphone portable. Les policiers ont 48 heures pour placer la ville sous très haute surveillance. Étudier chaque moyen d'accès. Observer les allées et venues suspectes. Tenter d'imaginer comment les malfaiteurs pourraient leur échapper. En hélicoptère, par les pistes de ski ou en empruntant le téléphérique. Ou encore tout simplement par cette petite route qui les conduirait en Suisse en seulement 1 heure. Les policiers doivent prévoir l'imprévisible. En Suisse. C'est une grande excitation, parce que c'est un gros challenge, quoi. Mais on a la conviction qu'on va la réussir. Parce que Megève, c'est quand même pas Paris et sa région parisienne. Et on se dit que sur une route, soit avec l'hélicoptère, soit avec nos garçons qui sont quand même excellents dans la poursuite, on doit pouvoir les avoir. Donc on n'est pas trop inquiet. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu. Les enquêtes de la brigade criminelle sont souvent tragiques. Mais certaines basculent carrément dans l'horreur. Comme cette deuxième affaire, celle du cannibale japonais. J'ai connu beaucoup d'affaires criminelles, des morts violentes, des dizaines, vous savez. Mais je dois dire que quand je reparle du passage que je vais évoquer maintenant, de Issei Isagawa, j'ai le frisson encore, parce que carapace au pas, c'est terrible.
On n'est pas formé autrement que par l'expérience. C'est quelque chose auquel on ne s'habitue jamais complètement. Samedi 13 juin 1981. Au Bois de Boulogne, à Paris, les promeneurs profitent de ce bel après-midi de printemps. Un couple est intrigué par le manège d'un jeune Asiatique d'allure malingre, au comportement étrange. Dans la descente du pré qui va vers le lac, il lâche le chariot à valise. Le petit homme décide alors de se débarrasser de son chargement, ce qui attise encore davantage la curiosité des deux promeneurs. Les gens voient à ce moment-là arriver l'Asiatique qui s'approche pour récupérer ses valises, comprend que les gens ont vu le linge ensanglanté, et il bredouille quelques mots et il s'en va, disons, avec une attitude suspecte. Le couple prévient immédiatement la police. La brigade criminelle est saisie de l'affaire. C'est le commissaire Joe Kerry qui est de permanence ce soir-là. Je suis à mon domicile et je regarde la finale de la Coupe de France, Bastia-Saint-Étienne. Victoire de Bastia 2-1. Et soudain, le téléphone sonne, il est environ 22h, 22h15. Et on me signale qu'on a découvert 2 valises avec des restes humains au Bois de Boulogne. Le corps est en partie déchiqueté. Une partie du fémur est complètement apparent parce que toute la chair a été enlevée. Une partie du visage a été arrachée. Les seins ont été découpés. Que s'est-il passé? On se pose la question de savoir si on n'est pas devant un crime rituel. Afin d'enquêter sereinement, les policiers essayent généralement de garder secret la découverte d'un crime. Mais cette fois-ci, les gars du 36 laissent fuiter l'information dans les journaux avec une idée bien précise en tête. La presse du lundi matin évoquait cette affaire avec des aspects assez sensationnels. Donc, nous attendions des témoignages et c'est ce qui s'est produit dès le milieu de l'après-midi du lundi. Au numéro 10 de la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, une dame, après avoir lu l'article dans le journal, se dit qu'elle a peut-être une piste à fournir aux enquêteurs. Elle pense qu'il pourrait y avoir un lien avec un Japonais qui habite l'immeuble au fond de la cour. Et elle dit qu'une nuit précédente, elle avait vu donc le Japonais habitant l'immeuble sur cour pousser 2 grosses valises dans un caddie de supermarché, ça vers 2h30 du matin donc. Jacques Poinas se rend sur place. Mais l'homme décrit par la voisine n'est pas chez lui. Les policiers se mettent en planque en face de son domicile. Il est presque 21h lorsqu'un taxi arrive devant le 10 rue Erlanger. À son bord, un jeune Asiatique à l'allure chétive. Nous attendons qu'il paye le taxi et quand il descend, j'arrive par derrière et je le ceinture. Comme il est très petit et moi plutôt grand, je suis obligé de me mettre pratiquement à genoux. Et tout de suite, nous lui disons, vous savez pourquoi nous sommes là? Il nous dit, c'est pour René. Et c'est là où nous avons, pour la première fois, le prénom de la victime. René. René Hartevelt. 24 ans, d'origine hollandaise. Elle est tout le contraire de son bourreau. Grande, belle, solaire. Elle est à Paris pour étudier le français à la Sorbonne. Tout comme ce jeune Japonais avec lequel elle s'est liée d'amitié. Il a 31 ans, mais la corpulence d'un enfant de 12 ans. 1m52, 35 kg. Il s'appelle Issei Sagawa. Nous nous transportons chez lui et nous commençons la perquisition qui donc nous fait découvrir beaucoup de choses. À commencer par l'arme du crime, une carabine 22 long rifle équipée d'un silencieux. Mais surtout, alors que la fouille touche à sa fin, les policiers font une effroyable découverte. Nous avons vérifié un grand frigo, assez grand, bien en vue, et le frigo est vide, complètement vide.
Et c'est donc pratiquement à la fin de la perquisition que nous découvrons sous l'évier un petit frigo encastré. Et donc, en l'ouvrant, là, nous voyons 7 ou 8 sacs plastiques contenant de la chair et une assiette contenant des restes de repas, c'est-à-dire des morceaux de viande avec de la moutarde. Et donc, évidemment, à ce moment-là, il reconnaît que ce sont des morceaux du corps de René Artevelde qu'il a conservé et que l'assiette, ce sont des morceaux qui restent d'un de ses repas. Quelle est votre réaction à ce moment-là? Vous savez, c'est... Nous avons l'habitude des homicides, des choses épouvantables, mais vous savez, nous sommes des professionnels, nous restons calmes et bon, c'est un client, comme on disait. C'est un client particulier, mais c'est un client. Issei Sagawa est placé en garde à vue au 36 quai des Orfèvres. C'est le numéro 2 de la brigade criminelle, le commissaire Olivier Foll, qui se charge personnellement de l'interroger. Alors, l'audition d'Issei Sagawa, oui, c'est un interrogatoire particulier. Pourquoi particulier? Parce qu'il a avoué d'un seul tenant, d'une seule traite, ce qui est rarissime, ce que je crois que je n'avais jamais vu. Elle a risqué. Même dans des interrogatoires de criminels, à un moment, ils s'arrêtent, il faut les relancer, on les coupe, on dit non, c'est pas ça. Là, pas besoin. Il a avoué. On a commencé à minuit 20, on a terminé à 4 heures. Et c'est vrai que j'étais attiré par elle. Sagawa explique qu'il était amoureux de la jeune Hollandaise. Pour l'approcher, il prend comme prétexte qu'il veut perfectionner son allemand, une langue qu'elle parle très bien. Et il lui demande à plusieurs reprises de venir chez lui enregistrer des poèmes dans la langue de Goethe. La troisième fois qu'ils se voient, ça devait être vers le 9 juin. Elle lui avoue qu'elle a un petit ami. Ça l'a rendu assez furieux en lui-même. Il n'a pas montré sa colère. Il lui a dit « écoute, reviens me voir ». Et il a ajouté « ce sera la dernière fois ». Il n'avait pas menti. Le 11 juin 1981, René Artevelde revient chez Sagawa pour la dernière fois. J'ai connu beaucoup d'affaires criminelles, des morts violentes, des dizaines, vous savez. Mais je dois dire que quand je reparle du passage que je vais évoquer maintenant de Issei Sagawa, j'ai le frisson encore, parce que carapace au pas, c'est terrible. Pourquoi? Parce que il enregistre donc la jeune femme en train de lire du Goethe, et puis il lui a dit ah, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Elle se retourne, elle dit non. Elle rigole, elle ne le croit pas d'ailleurs. Et à ce moment-là, il prend une carabine. Il la menace avec la carabine, puis finalement ça se calme et elle accepte de reprendre l'enregistrement du texte. Et elle s'est remise à enregistrer, donc en lui tournant le dos. Et à ce moment-là, il reprend la carabine. Et il lui tire une balle dans la nuque, par derrière, sans qu'elle l'imagine. Et là, on a saisi cette cassette par la suite. On a écouté. Et là, vous entendez ce coup de feu. Vous entendez le corps qui tombe. C'est horrible. Oui, horrible. Lâche, cruel. Les policiers pensent que l'enquête est pliée, comme ils disent. Seulement, l'affaire du cannibale japonais va prendre une tournure qu'ils ne pouvaient imaginer. Le 22 février 1978, l'affaire du baron en pain s'accélère. Après un mois de détention dans des conditions désastreuses, le businessman est sur le point d'être libéré. Les ravisseurs ont enfin fixé un point de rendez-vous, à Megève. Un collaborateur du baron doit attendre dans cet hôtel, avec la rançon, les instructions d'un certain Félix le Chat. Mais en guise de collaborateur, les policiers ont placé un homme à eux, Jean Mazieri. Léon Visu, c'est bon. On me demandait de transporter la rançon dans 2 sacs de sport. Une rançon pas tout à fait conforme aux exigences des ravisseurs.
C'était des liasses de papier vierge recouverts de vrais billets, en haut et en bas, bien enveloppés de plastique transparent et solidement fermés pour qu'on ne puisse pas vérifier immédiatement. Jean Mazieri n'est pas seul sur cette opération. L'hôtel et ses abords sont truffés de flics aux aguets. Tout le monde est sous tension. Jean Mazieri, lui, fidèle à lui-même, reste zen. Et j'étais là avec la rançon, la prétendue rançon. Et puis, comme d'habitude, moi, en début d'après-midi, je fais ma sieste. Et à un moment donné, je suis réveillé par le coup de fil. J'ai dit « Ah, chic, c'est peut-être eux ». Non, c'était le commissaire Leclerc qui venait aux nouvelles parce qu'on avait dépassé l'heure du rendez-vous. Et je lui fais respectueusement le reproche qu'il vient de me réveiller de ma sieste. J'ai senti un petit silence d'étonnement. Tout le monde était en transe. Et puis celui qui aurait dû être le plus nerveux, lui faisait tranquillement sa sieste. Les heures passent, la nuit tombe sur Megève. Félix le chat se fait attendre. Pas de coup de fil, rien du tout, aucune manifestation. Par sécurité, on a récidivé, on est resté jusqu'au lendemain. Toujours pas de nouvelles. On s'est dit, on peut rentrer. La montagne accouche d'une souris. L'opération chasse-neige tourne court. C'est un coup dur pour les policiers. Ils n'ont toujours aucune piste. Le 22 mars, ils ont un nouvel espoir. Le groupe Pampin reçoit une lettre du baron, écrite sous la dictée de ses ravisseurs. Cette fois, le porteur de rançon devra se rendre dès le lendemain, à 15 h, au bar du restaurant Le Fouquet's. La police n'est pas la bienvenue. Si la police était informée de cette opération, mes ravisseurs le sauraient et seraient sans pitié avec moi. Je serais mutilé d'une manière irréparable. Alors on prend les mêmes et on recommence. Le lendemain, à 15 h, Jean Mazieri se rend au bar du Fouquet's, suivi par ses collègues de la BRI. Il y reçoit un coup de téléphone des ravisseurs qui lui demandent de se rendre porte d'Auteuil, au restaurant Le Murat. Nouveau coup de téléphone. Cette fois-ci, le ravisseur cherche à s'assurer que le porteur de rançon n'est pas un policier. Pour cela, il lui pose tout un tas de questions pièges dont seul un collaborateur du baron connaît la réponse. J'ai joué à l'homme qui était dépassé. Moi, si vous poursuivez à m'interroger, je vais craquer et je vais m'en aller avec ces sacs. Non, 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 écoutez, on vous interroge parce que vous pourriez être un policier. Ah, réponse de Faucheton. J'avais pas pensé à ça. Il a arrêté son interrogatoire. Il a gobé. Le jeu de piste continue. Le message suivant attend le policier au métro Porte d'Auteuil, au fond d'une poubelle, dans une bouteille de lait. Il s'agit de ce plan précis, dessiné par les ravisseurs et dont nous nous sommes procuré une copie. Un plan qui emmène Mazieri sur l'autoroute de l'Ouest. Les équipages de la BRI restent dans son sillage, en protection. Après le deuxième tunnel, on me demandait d'emprunter une voie de service interdite aux automobilistes, le piège. Cachés le long de la voie, les ravisseurs vont s'assurer qu'il n'est pas suivi par la police. L'équipage de la BRI est obligé de lâcher la filature. Mais Mazieri parvient à les prévenir discrètement de son prochain lieu de rendez-vous grâce à son émetteur radio. C'était là à mes côtés. J'appuyais sans le montrer, bien sûr. Il ne fallait pas que ça se voie. C'était laissé sur le siège et je conversais comme ça. La BRI a tout juste le temps de le récupérer à la sortie de la voie de service. Mazieri reçoit de nouvelles instructions au bar Le Rond-Point, qu'il envoie tout droit au parking de la Porte d'Orléans, où un troisième message attend le policier derrière un pilier.
Mon correspondant m'a envoyé à ce pilier et il me dit de chercher un message derrière la gaine, au niveau du pilier. Et je ne trouve pas de message. J'ai pensé à un piège. Je jette un coup d'œil. Ah ben justement, il y a 2 individus qui viennent dans ma direction. Pour ne pas être surpris, j'anticipe, prêt à en découdre. Je vais à la rencontre et il dévie. Des usagers. Ça devait être de simples usagers. Alors je reviens pour mieux chercher. Et en levant la tête, je trouve le message. Au plafond, m'indique maintenant d'aller sur l'autoroute du Sud. Et c'est reparti. On va aller chercher là. Mazzieri a rendez-vous dans le sud de Paris, sur le parking d'une cité où il doit changer de voiture pour cette Renault 12 Break. Il se rend porte de Saint-Cloud, au restaurant Les Trois Obus. Un nouveau coup de fil lui demande de rejoindre le bar de l'hôtel Hilton, à Orly. Mais là, surprise. Bon, eh ben, écoutez, on a réfléchi, on va remettre à demain. Hein. Revenez demain, avec la rançon, bien sûr, à la réception de Hilton, vers 6h30. J'ai dit, ils ont dû se dégonfler comme la première fois à Megève. Je n'y croyais plus du tout. Pourtant, le lendemain, à 18h30, le téléphone sonne au bar du Hilton d'Orly. Ça devait être toujours le même homme. Par contre, il est stressé. Pour moi, il est stressé, c'est que l'action va être imminente. Il me dit, allez sur l'autoroute. À telle borne, vous allez trouver le prochain message, sous un pavé. Mazzieri doit s'arrêter devant la borne d'appel d'urgence B16, sur l'autoroute A6. Ses collègues de la BRI restent en retrait, quelques kilomètres en amont. Je coupe le contact, j'éteins les codes, je laisse les veilleuses. Et à ce moment-là, je vois une dépanneuse qui arrive et qui colle derrière. Je descends pour inviter la dépanneuse à s'en aller. Le hasard fait parfois mal les choses. Le dépanneur n'est pas un ravisseur, mais son arrivée déconcentre l'impassible Jean Mazzieri. En sortant, il oublie les clés sur le contact. Je descends, je fais signe à la dépanneuse de s'en aller, mais il ne bouge pas. Alors je vais parler au chauffeur, parce qu'il n'a pas compris mes gestes. C'est pour lui dire que je ne suis pas en panne et à ce moment-là, j'entends une cavalcade derrière moi. Alors Jean, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Eh bien, beaucoup de frustration. J'en veux au dépanneur d'être intervenu parce que son intervention a complètement faussé la remise de la rançon. Et la première pensée qui me vient, merde, il n'était que 2. Je ne réfléchis pas davantage et je cours en direction de l'équipage qui assurait ma protection à l'arrière. Tous les autres équipages étaient devant, sur l'autoroute. Et tout de suite, à la radio, j'annonce que Mazo, c'était mon nom de guerre, d'emprunt, Mazo est à l'abri. Mais attention, les 2 individus sont lourdement armés, un PM et un pistolet. Et on participe à la poursuite. Quelques kilomètres plus loin, à la hauteur du mur anti-bruit de l'Aile et Rose, les ravisseurs stoppent devant cette porte de service par laquelle ils ont prévu de disparaître avec la rançon. Les policiers les interceptent, les kidnappeurs ouvrent le feu. Les ravisseurs du baron en pain ont récupéré la rançon. Les policiers sont à leur poursuite sur l'autoroute A6. Le commissaire Bizeul les coince juste avant qu'ils ne s'échappent par cette porte de service. Il y a une voiture de la BRI qui réussit à se mettre
devant cette ER12. Alors à ce moment-là, la fusillade démarre. Mais les policiers tombent dans une embuscade. Les occupants de la R12 ne sont pas les seuls à leur tirer dessus. Depuis la porte de service et du sommet du mur anti-bruit, des complices lourdement armés ouvrent le feu. Alarme automatique. On sent que c'est des fusils mitrailleurs, hein, ça tire en rafale. Au cours de la fusillade, le conducteur de la R12 est touché à l'épaule. 2 policiers sont blessés et un ravisseur est abattu. Bon, cessez le feu, les gars, cessez le feu. Et lui, cessez le feu. Les autres complices réussissent à prendre la fuite sans la rançon. Le ravisseur blessé, lui, est arrêté. Les policiers n'espèrent maintenant qu'une chose, qu'il balance l'adresse où ses complices détiennent le baron en pain. Mais l'homme va se montrer coriace. Dans l'affaire du cannibale japonais, lors de son audition, Issei Sagawa, lui, est beaucoup moins coriace. Il n'épargne aucun détail aux hommes de la crime sur le sort qu'il a réservé à son amie hollandaise. Ses longues jambes blanches. Il explique sans sourciller qu'après l'avoir tuée, il la viole, puis prélève sur son corps des morceaux de chair qu'il mange, crus ou cuits. Et à chaque étape de son innommable crime, il prend soin d'immortaliser la scène. Parce qu'il voulait garder un souvenir, c'est le terme qu'il utilise, il voulait garder un souvenir de René. Évidemment, ce sont des photos insoutenables. Insoutenables. Et pourtant, il n'a pas eu de regret, il n'a pas eu de remords. Je ne peux pas ne pas penser qu'il n'a pas... Ça ne lui a pas effleuré l'esprit qu'il était un des grands criminels du XXe siècle. Ça, je ne peux pas ne pas y penser. Sagawa continue son récit. Le lendemain du meurtre, en fin de soirée, il découpe le corps en morceaux, en garde une partie au frigo et place les restes dans 2 valises. Son intention est donc, dès le vendredi soir, d'aller jeter les valises dans le lac du Bois de Boulogne. Mais les valises sont lourdes. Sagawa n'est pas physiquement fort. Alors il emprunte un caddie au supermarché du coin et commande un taxi. C'est là qu'intervient cet épisode assez rocambolesque, puisque le coffre de la voiture ne peut plus fermer à cause du caddie. Et ils partent comme ça, avec le capot du coffre mal fermé et le caddie qui dépasse. Et à la porte d'Auteuil, ils croisent une voiture de police qui les arrête. À ce moment-là, le jeune Japonais s'est cru perdu. Seulement, le policier se contente de lui ordonner de rapporter le caddie. Sagawa rentre chez lui avec ses valises. Le lendemain après-midi, le cannibale s'est organisé. Il a acheté un petit chariot pliable. 20 minutes plus tard, il se débarrasse tant bien que mal de ses bagages au contenu macabre. Issei Sagawa est déféré devant la justice. Le juge Bruguière, en charge du dossier, se pose une question. Pour commettre un tel crime, le Japonais avait-il toutes ses facultés mentales? Autrement dit, doit-il l'envoyer en prison ou en hôpital psychiatrique? Pour y répondre, le juge et le commissaire Foll s'envolent pour le Japon. Et il fallait qu'on voie des médecins, il fallait qu'on voie des professeurs, il fallait qu'on voie quand même un certain nombre de personnes. Et ben, on est allé dans toutes les villes où il avait vécu. On est parti de sa naissance, où à un moment, il a été mal irrigué, a manqué d'oxygène. Et là, il a eu une première faiblesse qui a été notée par les médecins et qui peut avoir des conséquences et laisser des séquelles par elle-même. Un premier accident cérébral, suivi d'un autre, quelque temps plus tard. Le père évoque
Le fait qu'il a eu ensuite une maladie infectieuse au cerveau qui, je dirais, l'a amené très près de la mort et lui aurait laissé des séquelles, etc. Ses antécédents médicaux expliqueraient le petit gabarit de Sagawa, mais n'auraient pas forcément eu de conséquences sur le plan psychiatrique et intellectuel. Tous les professeurs qu'on a vus gardaient le souvenir d'un élève brillant, sérieux, pas malade. Donc tout ce qui a suivi a été une surprise complète pour tout le monde quand même, parce que devant sa famille, devant les médecins, devant les professeurs, il n'a jamais émis la moindre penchant pervers. Alors, fou ou pas fou? De retour en France, le juge Bruguière nomme 3 experts psychiatres pour l'aider à se faire une opinion. Les 3 experts français vont conclure à la démence. Donc à la démence au moment des faits, donc à l'irresponsabilité pénale, ce qui oblige le juge Bruguière à prononcer un non-lieu. Issei Sagawa ne sera donc pas jugé. Le 31 mars 1983, moins de 2 ans après son crime abject, il sort de prison. Il est placé en hôpital psychiatrique à Villejuif. Mais le sort du cannibale est loin d'être scellé. Son père, l'une des plus grosses fortunes japonaises, veut faire revenir son fils au pays. Cela semble impensable, et pourtant. Pour y arriver, la famille fait appel à un ténor du barreau de Paris. Maître Lemaire obtient l'extradition d'Issei Sagawa. Tout d'abord, il était anormal qu'il soit à la charge des contribuables français. Il y a une décision définitive de non-lieu parce qu'il est infirme mental. Et dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de le conserver. Le 21 mai 1984, moins de 3 ans après son crime, Issei Sagawa retrouve son pays sans la moindre obligation d'être interné en hôpital psychiatrique. Au final, sa seule peine est d'être interdit de territoire français. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il y a une règle internationale qui veut qu'on ne puisse pas juger quelqu'un qui a déjà fait l'objet d'un jugement pour les mêmes faits dans un autre pays. Quand il atterrit à Tokyo, il est accueilli par une foule de journalistes à la fois fascinés et scandalisés. Pour calmer l'opinion publique, son père l'envoie en hôpital psychiatrique. Il y restera seulement 1 an. Et donc, on se retrouve avec un autre aspect extraordinaire de cette affaire, c'est que finalement, Sagawa se retrouve libre, c'est-à-dire ni en prison, ni en asile psychiatrique, assez rapidement. À sa sortie d'hôpital psychiatrique, Issei Sagawa fait fructifier son crime innommable et devient une véritable star. Il écrit plusieurs livres, dont le premier obtient l'équivalent du prix Goncourt japonais. Il se lance dans la peinture, ses toiles se vendent bien. Il les signe Ultime provocation d'une fourchette et d'un couteau ensanglantés. Il est régulièrement consulté en tant qu'expert d'affaires criminelles. Puis il embrasse une carrière d'acteur au théâtre et dans des films pornographiques. Il va même, comble de l'horreur, jusqu'à faire une publicité pour une enseigne de boucherie française au Japon. Chacune de ces provocations est un nouveau supplice pour la famille de la victime. Alors c'est très difficile à digérer que ce criminel, pour nous, policiers, pour les magistrats, pour la famille, se retrouver très rapidement dehors. Après ce qu'il avait fait, c'est même impensable de voir ce qui s'est passé par la suite. Et encore une fois, ça se digère mal aussi. Alors aujourd'hui, il est né en 49, il a 70 ans. Il a passé 1 an en prison, il a tué d'une manière effroyable une jeune fille. Et il a continué son petit bonhomme de chemin sans remords et sans regret, encore une fois. Pour les commissaires Jacques Poinas et Olivier Foll, cette affaire restera la plus incompréhensible de leur carrière. Dans l'enlèvement du baron en pain, la remise de la rançon a tourné à la fusillade. Un ravisseur est arrêté,
il devient en quelque sorte l'otage des policiers. Alors ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que on a obtenu le but que nous avions recherché. On a notre otage. Il s'appelle Alain Caillol. Ce n'est pas un débutant, il a déjà commis des braquages en compagnie d'un certain Jacques Mérine. Mais ça, les policiers ne le savent pas encore. On rentre à la brigade criminelle avec Pierre Ottavioli et on se dit, bon, on va pouvoir négocier la libération du baron. C'est Pierre Ottavioli, le patron de la brigade criminelle, qui se charge de négocier avec Caillol. Entrez. Taillez-vous. Nous avons notre otage. Bon, ils ont le leur. Rien n'est gagné. Le baron en pain entame son 63e jour de détention dans des conditions de confort et d'hygiène épouvantables. Les policiers savent que maintenant, sa vie ne tient plus qu'à un fil. Et elle dépend de cette audition. Et là, il ne veut pas parler. Il ne veut absolument pas parler. Caillol refuse de donner ses complices. Si vous coopérez avec nous, on en tiendra compte. Mais il accepte de collaborer avec la police pour faire libérer le baron. Vous pouvez me garantir que... Il réfléchit et il dit, bon, moi je veux bien téléphoner, mais sur un téléphone qui n'est pas branché, etc., dont je composerai moi-même le numéro. Or, il existe ce téléphone sur le bureau de M. Ottavioli. Vous allez pouvoir les appeler librement. Sauf que il est relié avec mon bureau qui est juste à côté, où j'ai le même pour répondre à la place du patron quand il n'est pas là. Et là, on a fait venir des gens de la DST avec, bon, ça ferait rire tout le monde, une espèce de magnétophone gros comme ça à bande. Les policiers enregistrent les cliquetis du téléphone afin de localiser le lieu de détention du baron. Il appelle un premier numéro, puis un deuxième, puis un troisième. Écoute-moi, c'est moi. Et à la fin, il nous dit, c'est bon à 99%. Là, c'est vrai qu'on respire un peu. 3 heures plus tard, avant même que les techniciens de la police aient pu identifier les numéros composés par Caillol, le téléphone sonne au domicile du baron. Comme à son habitude, c'est le commandant Murat qui décroche. Et là, j'entends une voix qui me dit « Je suis le baron en pain. Je viens d'être libéré. » Oh, la baronne, qui c'est? Je lui passe le téléphone. Or, j'ai vu son visage se transformer, devenir livide un peu, hagard. Elle a pris le téléphone. Elle dit « C'est toi? T'es où? Place de l'Opéra. J'arrive !» Et elle raccroche. On arrive, place de l'Opéra, et là, tout de suite, on reconnaît le baron, qui était adossé à un réverbère, avec un jogging bleu-blanc, sale, qui était courbé. Il monte dans la voiture, et là, je démarre, et j'ai dit, on voit que les orfèvres. Et là, il dit, ah non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux rentrer chez moi, je suis pas bien, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Et il commence à sangloter, sangloter. Vu son état, j'ai dit, bon, ok, on va chez vous. Les hommes de la brigade criminelle se déplacent chez le baron. Ils veulent recueillir des indices sur le reste de la bande. Et ils ont posé quelques questions, puis quand ils ont vu qu'il était incapable de répondre, si ce n'est qu'il n'arrêtait pas de répéter, c'est affreux, c'est affreux. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ce que je viens de subir, je ne souhaite pas ça. Dans quel état est-il? Le baron Pin, il était libéré. Écoutez, il semble en bon état de santé, sauf effectivement qu'il a été mutilé. Est-ce qu'il y a une remise de rançon? Certainement pas. Dans les 2 années qui suivent, les ravisseurs, 8 au total, sont interpellés. En décembre 1982, lors du procès, le baron en pain découvre pour la première fois le visage de ceux qui l'ont séquestré et mutilé. Ils lui apparaissent comme des petits malfrats, sans envergure, mais annonce publiquement qu'il leur pardonne. Je n'ai aucune haine. Vous savez, quand on a subi une épreuve, comme celle qui a été la mienne pendant 63 jours, et qu'on a la chance de retrouver sa liberté, on pense plus à en jouir
plutôt qu'à perdre son temps à vouloir appliquer ou faire appliquer la loi du talion. Les ravisseurs écopent entre 15 et 20 ans de prison. Quant au baron, cet épisode a complètement bouleversé sa vie. Les scandales révélés par la presse sur sa vie dissolue ont entamé la confiance de sa famille et de ses collaborateurs. Très vite, il divorce, vend ses parts du groupe Empin-Schneider et s'exile aux États-Unis. À son retour en France, il reprend les rênes d'une société de 15 employés. Aujourd'hui, André Bizel est à la retraite et s'est lancé dans l'écriture de ses mémoires de flic. Quant à Jean Mazieri, à 78 ans, il continue de donner des cours de jiu-jitsu au sein de l'association sportive de la police.